Bonjour, merci d'être venus nombreux à cette conférence. Et cette conférence a pour trait le bio en brasserie. Et je laisse la parole à Marlene Proust d'Ecossert, Vincent Le Potier de Maltine Pot et Laurent Kobler de la Chawat qui vont développer le bio en brasserie. À la suite de cette conférence, il y aura un petit temps de parole pour ceux qui veulent poser des questions. Merci. Vous êtes prêts ? Bonjour à tous, je suis Marlene Proust, je suis auditrice chez Ecossert depuis 13 ans maintenant. Et je vais vous parler alors vraiment de la partie peut-être moins fun, de comment en termes de réglementation bio doit se composer une bière, quels additifs, quels auxiliaires on a le droit d'utiliser. Comment aussi est-ce qu'on sait que quand on achète du malt bio, eh ben, il est bien bio. Juste petite question, est-ce que, ou par exemple mes collègues qui sont là, vous avez un peu une idée de comment, en termes de réglementation, on sait qu'une bière est bio? Ou qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans une bière bio ou pas? Vous avez une idée? Oui, vous savez. Alors, en termes de généralité, sur la composition d'un aliment bio, et c'est vrai pour la bière, mais c'est vrai pour n'importe quel type d'aliment, on certifie en bio des choses qui sont destinées à l'alimentation humaine. Et en général, on a le droit, alors c'est là où ça devient un peu technique, mais un produit alimentaire en bio, il faut qu'il y ait au moins 50% des ingrédients qui soient d'origine agricole. Et dans ces 50%-là, il faut qu'il y ait au moins entre 95 et 100% qui soient bio. Alors on verra après en détail un peu plus ce que c'est que toute cette partie-là. Ça veut dire qu'on peut mettre maximum 5% d'ingrédients agricoles non bio. Et puis, par rapport aux ingrédients agricoles, le reste, donc 49% maximum, ça peut être des choses qui ne sont pas agricoles. Ça va être tout ce qui va être additif et auxiliaire technologique, par exemple. Et puis, on a aussi l'eau et le sel, mais qui ne comptent pas dans ces pourcentages. Alors, on va commencer par la fin et par rapport à la bière. L'eau, alors en bio, mais comme en réglementation générale, forcément, elle doit être potable. Alors, parfois, l'eau que vous utilisez, par contre, vous avez peut-être besoin d'avoir un ajustement de pH ou de sels minéraux. En bio, ça reste possible, mais pas comme on veut. Si tous ces ajouts de sel ils sont faits en amont de votre brassage, donc juste vraiment directement un traitement d'eau, ça reste possible tant que l'eau reste potable. Par contre, si vous souhaitez les ajouter pendant le process de brassage, à ce moment, ça devient un auxiliaire ou un additif en tout cas qu'il faut avoir conforme à la réglementation bio. Donc, il faut que cette liste-là soit dans la liste des produits autorisés. Et je vous ai mis par exemple comme exemple ce qui est autorisé. Par exemple, on a le chlorure de sodium ou les chlorures de potassium qui sont autorisés. Par contre, ce qui existe mais qui n'est pas autorisé en bio, c'est le sulfate de magnésium, par exemple. Si on revient un peu, si on remonte aussi sur la partie des choses non agricoles, pour tout ce qui est additif, alors on a le droit d'en utiliser aussi en bio, mais que ceux qui sont conformes à une liste qui est... Alors, je ne vous ai pas mis toute la liste, parce que vous n'êtes pas forcément concerné par tous les additifs qui sont autorisés en bio. Mais en tout cas, par exemple, ces additifs-là, typiquement, l'acide citrique, par exemple, est autorisé en bio. Mais parfois, on peut avoir aussi des restrictions d'usage. Par exemple, comme pour l'acide tartrique, on ne peut pas utiliser n'importe lequel, c'est forcément du L+. Et donc, comme ça, il faut que, si vous souhaitez faire une bière en bio, vous vous assuriez bien que tous ces additifs soient autorisés en bio. Pour ce qui est des auxiliaires technologiques, c'est un peu la même règle. Il y a une autre liste qui existe des additifs des auxiliaires technologiques, qui sont autorisés en bio pour un rôle bien précis. Et aussi, parfois, on a des restrictions qui sont ajoutées. Par exemple, comme on le voit pour les copeaux de bois, on pourrait très bien en utiliser à partir du moment où on s'assure bien que c'est des copeaux de bois qui ont une garantie alimentaire et de pas traitement après de récolte. On ne pourrait pas utiliser des copeaux de bois de palette, par exemple.
Vous voyez aussi que les enzymes sont, en tout cas une partie, sont autorisées aussi en bio. Alors je vous ai mis la liste sur 2 diapos pour que ce soit un peu plus lisible, mais par exemple, on a d'autres auxiliaires qui ne sont pas autorisés. Par exemple, le sulfate de magnésium, si vous le mettez au cours du brassage, n'est pas autorisé. On en arrive à la partie agricole, qui est là en général où on doit avoir toutes les garanties qui concernent la partie bio. Alors, les ingrédients bio, peu importe avec quoi vous brassez, mais tout ce qui est malt, tout ce qui est houblon, tout ce qui est les sucres, les miels, les sirops d'érable que vous pourriez rajouter, les grains, parfois entiers qu'on peut mettre, du quinoa, du sarrasin, ce genre de choses, et toute la partie plantes aromatiques, les jus qu'on met doivent être bio. Comment on sait, quand on achète un produit bio, du malt bio par exemple, qu'il est bien bio? Eh bien déjà, il faut que vous vous assuriez que votre fournisseur est bien certifié en bio pour ce qu'il vous vend. Je vous ai mis à côté un exemple d'un certificat d'un fournisseur qui existe en vrai, où on voit par exemple sur la partie gauche la liste de tous les produits pour lesquels il est certifié en bio. Et vous voyez par exemple sur la colonne complètement à droite, ces certificats, ils ont une date de validité. C'est-à-dire que quand vous achetez un malt bio ou du houblon bio, vous devez vous assurer que votre fournisseur a bien ce genre de document qui vous permet, vous, d'être sûr que oui, il est bien contrôlé pour ça. Mais effectivement, le certificat, il se périme à un moment ou à un autre, donc on ne peut pas s'en assurer une fois et puis le vérifier que tous les 10 ans. Et enfin, une autre garantie qu'on doit avoir, c'est que quand on achète un malt bio, par exemple, eh bien, non seulement on doit avoir le certificat, mais on doit aussi avoir cette garantie-là sur sa facture d'achat et sur l'emballage quand il y a un emballage à la réception, tout simplement parce que c'est pas parce que quelqu'un est certifié en bio qu'il ne fait que du bio. On a le droit de faire du bio et du non bio sous certaines conditions. Et donc, si quelqu'un est certifié en bio, pour autant, il peut avoir une gamme non bio. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important à vérifier quand on reçoit ces produits, qu'on reçoit bien du bio. Pour la partie non bio, et je l'ai mise à la fin un peu exprès parce que c'est là-dessus aussi où on a souvent des questions. On peut avoir jusqu'à 5% dans la partie agricole de non bio dans un produit bio. Je suis peut-être passé un peu vite. Hop. Mais ce n'est pas 5% de ce qu'on veut. Il y a une liste alors, qui s'appelle l'annexe 9, qui est la liste de tous les ingrédients non bio qu'on peut mettre dans un produit bio à moins de 5%. Cette liste, elle est valable jusqu'au 31 décembre 2023, parce que l'année prochaine, on change de réglementation. Et cette liste s'est réduite à vraiment pas grand-chose. Mais en tout cas, dans ces 5% de non-bio, il n'y a pas grand-chose qui concerne la bière. Dans les choses qui peuvent être des fois ajoutées, c'est la partie levure. Alors, ça fait partie des choses forcément qu'on utilise, donc soit en levure sèche. Les levures, si elles sont bio, c'est bien, mais c'est vrai que pour la bière, on n'a pas d'obligation à ce que la levure qu'on utilise soit bio. Et là où se posent encore certaines questions, c'est sur la réutilisation d'un pied de cuve d'un brassin non bio, si vous faites du bio et du non bio, ensuite pour le remettre dans un parti bio. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les levains, eux, ils doivent être forcément bio. On ne peut pas réhydrater des levures avec de la bière non bio. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, c'est encore en cours de clarification le fait d'incorporer d'un brassin non bio ces levures non bio. Il faut qu'elles soient en tout cas le plus pures possible. Tout ce qui est levure, si c'est des levures achetées, si c'est des levures sèches, il faut bien que vous ayez aussi des garanties non bio, des garanties non bio, des faits qu'elles ne soient pas ni OGM, ni produites à partir d'OGM, ni avec des OGM. Et des garanties aussi sur le fait qu'il n'y ait pas eu de nanomatériaux ajoutés sur ces levures-là. Et voilà, le levain, c'est possible, mais si, en tout cas, tous les ingrédients qu'on rajoute pour cette multiplication de levures sont issus de bio, du mou ou des sucres. Les autres ingrédients non bio, alors, dans la réglementation, comme elle est faite actuellement, dans cette fameuse annexe où il y a la liste des ingrédients non bio qu'on peut mettre dans un produit bio, il y a peu de choses vraiment qui concernent la bière, à part éventuellement le rhum à ajouter.
Mais autrement, il y a vraiment des choses, il y a certaines épices, mais il y en a 5, il y a certaines huiles, puis il y a les boyaux, mais voilà, on n'est pas hyper concerné. Par contre, dans la réglementation qui arrive à partir du 1er janvier de l'année prochaine, on va être concerné par la partie arômes. Alors pas des jus de fruits forcément qu'on achète, c'est vraiment des choses vendues comme arômes. C'est autorisé d'utiliser des arômes en bio, mais pas des arômes, pas n'importe lesquels. À partir du 1er janvier, on ne pourra utiliser que des arômes naturels de quelque chose. Des arômes naturels de citron, des arômes naturels de cassis, de mirabelle, ce que vous voulez, mais que des arômes naturels de quelque chose. C'est-à-dire que des arômes naturels tout court ou des arômes de synthèse seront plus autorisés en bio à partir du 1er janvier qui arrive. Là, je vous ai mis des exemples. Donc ceux qui font déjà du bio et qui aromatisent avec des arômes, faites gaffe à vos stocks. Parce que peut-être que vous n'aurez plus les utiliser à partir du 1er janvier. Et c'est pareil, ces arômes-là, ils doivent être garantis sans OGM et sans nanomatériaux. Dans ces produits non bio, que parfois on peut retrouver, il y a aussi des ingrédients qui sont censés être bio, comme le houblon, et qui, par contre, font que des fois, on ait des ruptures de stock, et c'est vraiment le cas très régulièrement pour le houblon. Il y a une possibilité dérogatoire à demander auprès de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, pour pouvoir utiliser dans une certaine proportion du houblon non bio. Alors c'est une garantie, enfin c'est une dérogation qui doit être demandée jusqu'à maintenant individuellement et par variété. Il faut prouver qu'il n'y a plus de disponibilité en bio, mais voilà, en tout cas c'est une réalité du marché qu'on connaît actuellement. Ces dérogations, à partir de l'année prochaine, on peut la demander pour 6 mois, renouvelable 2 fois. Et à partir du moment où quelqu'un va la demander en France, elle est valable pour toute la France entière, pour tous les gens qui feront de la bière bio. Donc on n'a plus à la demander forcément individuellement. Ce qui fait que souvent, pour ce genre de cas, c'est souvent les interprofessions qui montent au créneau pour demander ce genre de dérogation. Et si au bout des 6 mois renouvelés 2 fois, il n'y en a toujours pas de disponible en bio, la France pourrait demander à ce que ça passe en dérogation en général, mais on n'y est pas encore. Et si vous devez utiliser un ingrédient qui n'est pas bio dans un produit bio, ça doit être indiqué sur l'étiquetage par contre. C'est pas parce que c'est certifié bio que ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur du coup l'est forcément dans ces systèmes dérogatoires. Alors, l'indication dans les bières en fonction du type de bière que vous faites, la liste des ingrédients, on encourage très fortement à ce qu'elle soit indiquée et que vous indiquiez clairement pour vos clients, ne serait-ce que pour des questions de transparence, quels sont les ingrédients bio et lesquels ne le sont pas. Là, je vous ai mis l'exemple d'une étiquette qui existe réellement d'un de mes opérateurs qui, du coup, a demandé, par exemple, une dérogation sur du houblon Columbus. Et là, par exemple, il met une petite étoile à chaque fois que les ingrédients sont bio. Et là, pour son houblon Columbus, il n'a pas mis de petite étoile. Parce que c'est un produit qui n'est pas bio, pour lequel il a une dérogation. Je suis allée assez vite peut-être sur cette partie réglementaire, je ne parlerai vraiment pas technique, puisque du coup je laisserai plutôt les principaux intéressés en parler. Mais voilà, savoir qu'en bio, quand en même temps on se fait aussi certifier, il y a aussi d'autres règles que je ne vous ai pas présentées, de nettoyage, notamment quand on fait du bio et du non bio, où on ne doit pas avoir de risque de contamination entre du bio et du non bio. Il y a des règles d'enregistrement, etc. Mais c'était peut-être pas la partie que vous souhaitiez voir aujourd'hui. Du coup, je vous laisse peut-être parler, si vous voulez parler un peu de votre expérience aussi de brassage bio. On commence la filière. Alors on va commencer par le début de la filière, la malterie. Alors bonjour à tous, Vincent, malterie Malting Pot. On a démarré une malterie artisanale à Lanzier-la-Caille, juste au nord d'Annecy, pour faire global, depuis 3 ans. Nous, on propose des maltes 100% bio avec des céréales qui ont poussé dans la région. Voilà, c'est pour la petite présentation Malting Pot rapidement. Et après, au niveau malterie artisanale, en fait, quand on a commencé à travailler sur le projet, on a beaucoup échangé avec les autres malteurs artisanaux. On a même rencontré un peu des plus gros que nous pour échanger avec eux et voir un peu
la bio, ça nous paraissait central, surtout pour la partie orge. Et on avait finalement de la part des brasseurs une demande qui était seulement pour la moitié, on va dire, de vouloir du bio, et avant tout, ils voulaient de l'artisanal. Donc on a se renseigné un peu en fait avec les autres malteries, comment est-ce qu'ils faisaient pour gérer du bio et du non-bio, ce qui s'appelle la mixité. Avec notre partenaire, nos différents partenaires pour la Pro, donc on travaille beaucoup avec une coopérative qui n'est pas très loin de chez nous, et avec notre organisme certificateur pour vraiment construire ensemble quelque chose qui réponde à la demande des brasseurs. On s'est rapidement rendu compte que ça allait être une sacrée galère de gérer de la mixité. Donc la toute première année, on a fait un petit peu de mixité sur de la prestation de service. Et en fait, ça a impliqué de notre côté qu'on sépare vraiment. Alors, les circuits ne se croisent pas, il y a une marche en avant quand même dans la malterie, etc. Et par contre, il fallait vraiment qu'on sépare les stocks, qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Et il fallait aussi qu'à partir du moment où on se remettait à produire quelque chose sur lequel on voulait mettre le label bio, on fasse des analyses. Donc, notre organisme certif est venu sur le premier lot à certifier après les quelques lots qu'on a fait en non bio. Ils ont fait un prélèvement. Donc pendant ce temps, on continue à produire parce qu'il faut qu'on produise. On a un outil à faire tourner. On n'a pas le droit de conditionner. Le temps d'attendre la certification, on n'a pas le droit de remettre l'étiquette sur le produit. Et ils ont fait donc une analyse qui a pris, on a pris à peu près 3 semaines pour attendre les résultats. Donc pendant 3 semaines, on a toute notre production qui est immobilisée. Bon, on va le dire quand même, on l'a quand même en sachet, mais on ne l'a pas vendu, en attendant d'avoir le go de l'organisme certif. Donc il nous a rendu un rapport de 8 pages écrit en caractères peut-être 6 ou 8, enfin voilà, avec 3 colonnes. Des machins, ils ont été chercher quelque chose qui est du coup pour le coup très très rassurant, parce qu'on savait finalement que dans le malt bio que nous on propose, au niveau des céréales qu'on a travaillé, il n'y avait aucun résidu d'aucun produit phytosanitaire, même de l'atrazine ou des DDT qui sont interdits depuis... alors je ne suis pas hyper calé en phytosanitaire, mais enfin, depuis pas mal d'années, et qui restent quand même dans les sols. Donc ça, on a trouvé ça plutôt rassurant. Et après, nous, au niveau des techniques de maltage, en malterie, finalement, on utilise de l'eau. Donc l'eau, elle est bio, elle est potable, un petit peu comme en brasserie. Et on ne va pas faire intervenir, et à ma connaissance, les collègues artisans aussi, on ne va pas faire intervenir d'additifs technologiques. Donc, ouais, je dirais que de ce côté-là, le risque est assez limité. Et ça fait que nos contrôles bio sont assez aussi simples, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses où il y a des risques de contamination. Voilà dans les grandes lignes. Je ne sais pas si ça apporte au débat ou... Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour certains ? Ouais, alors donc Malting Pot aujourd'hui, on fait entre 4 et 500 tonnes de malt par an. On a un projet pour tripler d'ici l'année prochaine. Et pour la malterie artisanale globale au niveau français, aujourd'hui on a une petite dizaine d'artisans malteurs. Il y en a, il y en a un en Bretagne, dans Charente-Maritime. À Toulouse, ils sont en train d'en démarrer une. On est 4 en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un projet en Alsace. Je crois qu'il y a 1 ou 2 projets en Lorraine et dans le Nord. Et vraiment, pour faire un petit mot sur la malterie artisanale, en fait, on est à la bourre, clairement, par rapport à votre développement brasseur. On travaille en amont énormément au niveau des orges et des variétés qu'on cherche pour proposer un produit qui soit éventuellement issu d'orges différentes des industriels. Et puis ça se met en place tout doucement. Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir proposer un produit qui corresponde à la demande des artisans, qui soit réglementairement forcément dans les clous. Et puis voilà, et puis qu'on s'amuse, que chacun réussisse à s'amuser, et puis qu'on vous transmette un peu tout notre outil avec lequel on s'est amusé, pour que vous puissiez vous amuser avec dans vos cuves, quoi. Ça répond. Donc bonjour à tous, moi je suis au bout de la filière, le brasseur. Donc Laurent Kobler, la brasserie, c'est la brasserie de la Chahouette. On est à Cézeray, en Meurthe-et-Moselle, donc pas très loin d'ici.
On a une brasserie, on fait à peu près 800-900 hectos par an. On est 3 équivalents en temps plein sur la brasserie. On est en bio. Moi, j'ai fait la conversion bio en 2013. Exactement. Pourquoi 2013 ? C'est parce que les années d'avant, j'étais déjà convaincu très largement par le bio, mais sauf qu'il n'y avait pas de filière française qui était capable de nous assurer de l'approvisionnement bio toute l'année. Donc il a fallu attendre que les tout premiers, c'était Soufflet, hein, les tout premiers qui ont proposé du malt bio en étant capables d'assurer un appro sur toute l'année. Voilà, donc dès que ça a été possible, je me suis lancé donc, dans le bio. J'ai converti tout. Alors, j'avais réfléchi aussi, comme tout le monde, à dire je vais faire du conventionnel et puis après, je passerai en bio petit à petit. Mais j'ai vite compris, en rencontrant les organismes certificateurs, que c'était trop compliqué. Et du coup, je suis passé directement en bio, quoi, à 100%. Voilà, si vous avez des questions sur la filière, sur un peu tout. Pardon, peut-être, excuse-moi Sébastien, juste avant préciser au niveau de l'organisme certif, au niveau malterie en tout cas, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez méconnu, même de la part des organismes certificateurs. Et j'ai travaillé dans d'autres domaines avant au niveau agricole. Et je dis pas du tout pour flatter des égos ou absolument pas, c'est pas ça l'idée. Mais c'est vrai qu'on a cherché à associer notre organisme certif comme vraiment un partenaire au niveau de la démarche, plutôt que de se dire quand il vient, on a plein de trucs à cacher, on le cache et il ne le voit pas, ça, il n'y a pas de souci. Mais non, blague à part, qu'on soit capable vraiment de construire ensemble et de comprendre quand il y a quelque chose qui nous est refusé, pourquoi. Et puis même eux qui découvrent des choses, on fait du malt fumé, par exemple. Et tout au début, on nous a dit, vous prenez la sueur que vous voulez. Je rebondis là-dessus parce que vous avez parlé un peu du bois. On nous a dit, vous prenez la sueur que vous voulez. Alors, on n'a pas fait avec du bois de palette, mais encore que des fois, on aurait eu des idées. Non, plus sérieusement, mais on nous a rapidement dit, en fait, on vous a dit une bêtise. Il faut du bois qui soit certifié, soit bio, soit issu d'une culture, qui n'ait pas été traitée. Et à partir du moment où tu as déjà commencé à envoyer 500 kg de malt fumé au bois de cerisier que nous a vendu un fournisseur, qu'il a été brassé dans des bières qui étaient certifiées bio, du coup, c'était là, on était bien content d'avoir l'organisme certif en partenaire et d'en discuter avec lui pour pouvoir rebondir là-dessus et faire évoluer la chose et puis se mettre dans les clous vraiment de manière à ce que ça pose pas de problème, quoi. Excuse-moi. Bonjour. J'ai une question sur la filière du houblon bio en fait, parce que je suis assez préoccupé, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de houblon bio pour tout le monde. Vous avez parlé d'une évolution réglementaire qui s'appliquera au 1er janvier 2022 avec des dérogations qui deviennent de plus en plus compliquées à avoir pour fabriquer de la bière bio avec du houblon conventionnel. Et moi, par exemple, j'arrive à la fin de ces dérogations-là et je dois remplacer, vous avez eu l'exemple du Columbus comme houblon amérisant. Le Columbus n'existe pas en bio, donc il faut que je trouve un autre houblon amérisant, comme d'autres variétés de houblon que j'utilise qui n'existent pas en bio. Et là, je prends x2 en prix au kilo. Donc, qu'est-ce qui a été fait ? Parce qu'on l'a vu venir, cette évolution réglementaire. Qu'est-ce qui a été fait pour préparer ça au niveau de la filière du houblon bio, pour qu'il y ait plus de houblon bio qui soit planté ? Et comment est-ce qu'on fait pour les prochaines années avec l'évolution du bio ? Est-ce qu'il va y avoir assez de houblon bio pour tout le monde ? Est-ce qu'on va continuer à avoir le cours du houblon bio qui va monter ? Ou bien est-ce qu'on va trouver un équilibre ? Alors, pour la partie réellement réglementaire, c'est vrai que l'évolution qui arrive permettra peut-être... Enfin, c'est un bien pour un mal, c'est-à-dire que ça va simplifier les démarches, le fait que maintenant, une personne ou une filière demandera une dérogation et ce sera valable pour tout le pays. Ça va simplifier individuellement ces démarches-là. C'est vrai que quand on arrivera à la fin des 6 mois renouvelés 2 fois, cette nouvelle réglementation laisse la possibilité à un État membre, à la France, d'aller toquer à la Commission européenne en disant voilà, ce houblon en bio, il n'existe pas, ça fait 18 mois que tout le monde en cherche, qu'on n'en trouve pas, on veut qu'il soit inscrit à cette fameuse liste des produits non bio qu'on pourra utiliser dans un produit bio à maximum 5%.
Ça, c'est la possibilité réglementaire. Là où moi je peux vous dire qu'en termes de filière, c'est moins pas partie, puisque moi je fais vraiment partie de cette partie certification. D'un point de vue terrain, ce que je vois, c'est de plus en plus de gens ou d'agriculteurs qui mettent en place des houblonnières, mais par rapport à la demande globale, c'est sûr que c'est pas 2 hectares de houblon en plus, c'est mieux que 0, mais c'est pas vraiment encore ce que recherche toute la filière. Et c'est là où, au final, ces problèmes de filière et de monter au créneau après pour faire modifier une réglementation qui est modifiable, hein, c'est souvent une question d'interprofession et de collectif pour vraiment prendre à bras-le-corps ce problème-là et de dire, bah ouais, les houblons de telle variété, on n'en trouve jamais, c'est jamais disponible en bio pour peut-être plein de raisons, mais voilà, en tout cas, c'est une réalité. Et d'entamer peut-être déjà des démarches auprès de l'INAO et d'aller dire, bah ouais, mais nous, on veut que ça passe comme une dérogation permanente jusqu'à ce qu'un jour la filière se développe et produise du columbus en bio, par exemple. Je vous invite d'ailleurs à assister ou à participer même, à reposer la question à la table ronde qui aura lieu, alors je regarde l'heure, à 17h15, hein, ça se passe autour du houblon, et il y aura les professionnels du houblon qui seront là, qui pourront évidemment vous apporter leur éclairage de fabricants, de producteurs, de professionnels, non pas de vrais professionnels, de professionnels, sur cette question pour l'approfondir encore. Effectivement, on peut ne pas avoir de réponse tout de suite, ça c'est vrai, c'est vraiment à retenir. D'autres questions peut-être? Bon après-midi, je m'appelle John, je suis le brasseur belge. Je suis dans le bio depuis 10 ans. Et c'est le monde que... Bon, c'est pas parce que je suis bio de nature. Alors, ce qui est important, moi j'avais 2 questions, surtout à un jeune qui me ressemble de l'autre côté. Je voulais poser la question, ça fait 10 ans, j'ai pas toujours, quand je fais mon cahier des charges concernant les maltes que je demande, je vois toujours qu'il y a une incidence au niveau de la composition du grain, surtout au niveau protéique. Ça, c'est la première question que je voulais voir avec vous, parce que vous savez que aussi au niveau du maltage, il y a une étape clé qui est la germination. Et je sais que beaucoup de gens utilisent des produits accélérants. Et comment est-ce que c'est pourquoi que je suis venu? J'étais voir parce que maintenant je commence à travailler beaucoup avec les produits bio venant de la France. Je voulais savoir comment vous arrivez à accélérer, donc comment vous gérez au niveau de la germination. Alors, 3e question, c'est la toute dernière, je m'excuse. Je pense qu'à la 3e, je vais avoir oublié les 2 premières, mais on prendra pas les temps. Alors, c'est l'implication de la charge de travail qui est plus importante. Je vois quand vous avez commencé le maltage, comme c'est le bio, ça signifie pour vous, ça va vous prendre beaucoup de temps au niveau de charge de travail, surtout avec les agriculteurs. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous le mettez sur le prix ou vous avez des financements? Merci. Avec plaisir. Merci pour vos questions. Alors, je vais commencer par la 3e, du coup, parce que c'est celle dont je me souviens. Au niveau de la charge de travail par rapport au bio, nous, en malterie, le fait d'être en bio par rapport à du non-traité ou même du conventionnel, ça n'a pas trop d'impact. En tout cas, en tant qu'artisan, je ne sais pas si les industriels, ça change quelque chose fondamentalement pour eux. Mais nous, le grain, à partir du moment où il respecte certaines normes, et ça m'amènera à la question de la protéine, qu'il soit bio ou non bio, finalement, il va germer, on va le mettre dans l'eau, on va lui amener de l'air, il va atteindre ses humidités, on va le laisser peinard germer en le retournant régulièrement, puis après on va le finir, et puis ça ne nous aura pas pris plus de temps. Par contre, au niveau de la différence du prix, parce qu'il y en a quand même une, il y a une différence au niveau de la matière première. Le bio, entre de l'orge brassicole bio et de l'orge brassicole conventionnelle, la matière première ne coûte pas le même prix parce qu'effectivement, au champ, et même au champ, pas juste en travail physique, mais dans l'ensemble pour l'agriculteur, il y a un travail qui est très différent.
Et du coup, ça lui coûte plus cher à produire, les rendements sont plus faibles. Enfin, il y a pas mal de choses, donc c'est ce qui explique. C'est valable pour énormément de cultures. Je ne vais pas parler de beaucoup de cultures que je ne connais pas, mais pour le blé panifiable, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que le pain bio coûte plus cher que le pain non bio, parce que la farine coûte plus cher aussi, avec des petites subtilités réglementaires que j'ai appris il n'y a pas très longtemps au niveau des farines. Mais voilà, en tout cas pour la partie orge, ça ne nous prend pas plus de temps à malter, qu'il soit bio ou non bio. Par contre, ce qui a un impact fort, et j'ai oublié la moitié de votre question et je m'en excuse, mais c'était au niveau de la protéine. La gestion de la protéine, c'est quelque chose qui doit être commencé au champ, vraiment au niveau de la conduite agronomique de la culture, de manière à ce que nous, en malterie, on ait des céréales qui rentrent avec des taux de protéines qui soient ni trop hauts ni trop faibles. Alors, pour la partie grains qu'on achète, on a un cahier des charges précis, on achète entre 9,5 et 11,5. Pour la partie maltage à façon, donc dans le cadre de prestations de services, on va tolérer de la part du paysan brasseur ou du brasseur qui est avec son voisin des écarts plus importants. Quel est l'impact de la protéine en malterie ? En fait, cette protéine-là, elle va limiter la prise en eau du grain, notamment, on va faire dans les grandes lignes, et du coup, plus il y a de protéines, plus on est obligé de laisser le grain longtemps dans l'eau, pour que la protéine va protéger le grain au niveau interne. Et en bio, par contre, on n'a pas le droit effectivement d'utiliser des éventuels additifs technologiques. Donc on va travailler peut-être différemment la céréale, de manière à ne pas noyer le grain, à le laisser dans l'eau, au lieu de le mettre dans l'eau que 2 fois, ce qui nous coûterait 30% moins cher, on va le mettre dans l'eau 3 fois. Et ça nous coûtera 30% plus cher, mais en attendant, on aura respecté on aura travaillé le grain différemment. Et après, c'est au niveau des températures. Au niveau des températures de germination, vous faites germer un grain à 15 degrés, 16 ou 18. Alors, ça a un impact sur beaucoup d'autres choses, mais globalement, on reste dans les clous pour que ça évite de développer des faux goûts, pour que ça... Enfin voilà, donc la protéine, on la gère. Je ne sais pas si ça répond à votre première question. À moitié. Alors... Ouais, carrément. Alors, j'ai peut-être pas forcément les compétences, mais peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui sont capables et on peut ouvrir le débat. Mais et du coup, soit on peut revenir un peu sur la première, soit sinon la deuxième. J'ai oublié la deuxième. Ouais, pardon. Et juste peut-être pour compléter un peu votre question sur le temps de travail, alors pour voir aussi des gens qui font du malt, là où des fois il peut y avoir un temps de travail qui est du coup un coût qui est plus important, c'est ceux qui font du bio et du non bio, et dont notamment la partie en bio est pas forcément très très développée, parce que du coup entre du bio et du non bio, ils vont devoir mettre en place un temps de nettoyage, un temps de rinçage, des fois de déclasser leur grain ou leur malt, enfin peu importe, quand ça passe dans des tapis, dans tout un tas de tuyaux, qui ne sont pas très très faciles à nettoyer. Souvent, ils vont déclasser les X premiers kilos. Et quand je dis de X premiers kilos, c'est pas 5 kilos en général. On passe plutôt à 100, 200, 300 kilos. Si en plus, derrière, il y a de la torréfaction, il y a toutes ces pertes-là dues à du déclassement de stock tampon, fait que c'est du temps en plus, de la perte de matière en plus. Souvent, c'est un petit volume par rapport à la partie non bio qui est faite, donc c'est avoir des sacs spécifiques, c'est rincer tous les circuits, ramener les sacs pour ces quelques tonnes, ça peut être quand même souvent 50-100 tonnes, mais ça n'empêche, ça demande une manutention supplémentaire parce que c'est du temps de nettoyage supplémentaire, c'est stocké à part, etc. Et des fois dans un process peut-être moins artisanal et plus industriel, au final ils ont tout ce temps-là qui doivent compter dans leur prix à la fin. Je vais apporter une précision du coup par rapport à ça. Effectivement, la seule année où on a fait de la mixité, on a eu un temps de nettoyage de 2 jours pour tout démonter, tout nettoyer et s'assurer qu'il reste absolument rien. On a absolument rien en grain, qu'il ne puisse pas y avoir de croisement. Plus la production qui a été mobilisée et tout, mais bon, on n'a pas eu à acheter de grains. Ça, je ne le dis pas du tout d'un point de vue jubilatoire, mais ça a été facturé au non-bio. Finalement, c'est le non-bio qui l'a imposé au bio. Donc, pour les prestations non-bio, elles ont coûté plus cher parce qu'elles imposaient de devoir nettoyer, elles imposaient des contraintes supplémentaires au bio. Donc, voilà. D'autres questions ?
Alors oui, j'avais une question. Le bio, souvent en surface, les gens l'envisagent comme une garantie écologique sur toute la fabrication. Moi, j'ai été assez étonné quand j'ai voulu certifier mes bières, en regardant sur des bières bio, que en fait le cahier des charges bio d'une bière, finalement, c'est uniquement les matières premières, avec des dérogations dans certains cas et une tolérance de 5%, comme vous l'avez expliqué. Est-ce qu'à un moment donné, il est envisagé que le label bio ou un label plus large prenne en compte, par exemple, ce qu'on fait des rejets, comment on contrôle les rejets et l'impact des rejets sur la fabrication, qu'on prenne en compte la distance kilométrique des approvisionnements et de la distribution, de ce qu'on fait des emballages, comment on choisit ses contenants, etc. Ah bah n'importe. Alors, juste la question en fait de Julien, elle porte sur la différence aussi entre le bio et nature et progrès, parce que c'est un spécialiste de nature et progrès qui est un label quand même beaucoup plus, comment je pourrais le qualifier, différent et plus éco-responsable, c'est-à-dire qu'il va plus loin que uniquement les matières premières, effectivement. Mais ça, lors de la réglementation, je vais vous laisser la parole pour répondre. Est-ce que la réglementation bio va intégrer ces notions d'environnement, en fait, au sens large? Alors, pas aussi clairement que ce que vous souhaiteriez, malheureusement. Effectivement, dans l'évolution qui arrive de la réglementation, il y a vraiment beaucoup une notion effectivement de protection globale de l'environnement, mais c'est pas précisé spécifiquement comment on gère la partie ni aval ni amont de son sourcing, par exemple, ou qu'est-ce qu'on fait de ces rejets, peu importe ce qu'ils sont. Il y a quand même un nouvel objectif qui a été mis qui est mis maintenant sur le fait de favoriser les circuits courts, par exemple. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas ce que vous attendez, et d'autres certifications, effectivement, sont plus à même de répondre à peut-être cet objectif dont vous avez besoin. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, c'est qu'on voit de plus en plus de brasseurs en bio, comme moi ou d'autres, où on ne se contente plus forcément que du label AB. C'est-à-dire qu'on regarde de plus en plus à chercher du local, c'est-à-dire du bio, mais local. On veut l'intégrer, ça, parce qu'on entend les reproches qui sont faits autour de tout ça. Et de voir des malteries qui sont viables à des échelles départementales ou régionales, j'imagine, au moins régionales, c'est très intéressant. Parallèlement à ça, nous, parce que moi j'ai une autre casquette, je suis président de l'Union des brasseurs Grand Est, et on a monté une petite filière. On essaye de travailler au maximum avec de l'orge bio locale. Donc on a ProBiolor, qui est une coopérative à Vézelise, qui a l'orge, mais qui ne malte pas. On n'a pas de malterie, de micro-malterie encore en Lorraine ou en Grand Est, un petit peu en Alsace. Tu dis il y a des projets. Je sais qu'il y a des projets aussi en Lorraine, effectivement. Voilà, il y en a une qui arrive en Alsace. Et aujourd'hui, on fait malter chez Malfabrique, qui géographiquement, c'est en Allemagne, mais c'est tout près de chez nous. Voilà, c'est-à-dire que le bio, le label AB, on a tous conscience que quand on fait, en plus on est dans les produits locaux, les circuits courts, on cherche au maximum à travailler avec les filières locales aussi. C'est-à-dire qu'on va intégrer ces notions-là au-delà de notre label. On ne communique pas dessus, c'est toujours compliqué de communiquer dessus. On accompagne, on avait une question sur le houblon tout à l'heure, on accompagne aussi tous les agriculteurs qui voudraient se lancer dans la culture du houblon. Je veux dire, on a la brasserie de Haute-Rive dans notre secteur, Aurélien Morin qui a un stand ici. Aurélien, il était agriculteur, paysan brasseur, il a arrêté la brasserie pour se lancer dans le houblon bio. Ça tout de suite, nous on a dit, oui, banco, on y va, quoi, on l'accompagne. Donc non seulement on travaille en bio, mais on cherche à fond à être en bio local. Ça, c'est le deuxième objectif. Et on a bien d'autres objectifs. Parce que la brasserie aujourd'hui, elle a d'autres défis que le bio. Je veux dire, on a le défi environnemental, on a un métier qui est particulièrement énergivore, on a des choses comme ça, on a tout un tas de défis devant nous à régler et qui vont bien au-delà du label, quoi. Donc, encore beaucoup de travail.
Et juste dernière petite indication, alors qui correspond malgré tout peut-être pas non plus complètement à vos attentes, mais en tout cas quand on élabore un produit bio, sous le logo on doit indiquer l'origine des matières premières qui le composent. C'est pour ça qu'on voit un Agriculture France, un Agriculture UE, etc. Et ça c'est aussi des fois pour certains qui ont peut-être une conscience de la localité plus importante, un objectif aussi de dire que peut-être que pour plein de raisons, ils sont en agriculture de l'Union européenne parce qu'ils ont des ingrédients qui viennent d'un peu partout, à essayer de recentrer leur sourcing vers du plus français. Et la nouvelle réglementation, les règles d'étiquetage vont pouvoir nous permettre aussi d'indiquer une région. Alors, une région administrative pour l'instant, mais n'empêche. Ça veut dire qu'on pourra même aller un peu plus au-delà et revendiquer encore un peu plus une origine plus locale de ces matières premières. Bien, merci pour cette présentation et ces retours d'expérience. Et si vous souhaitez obtenir le diaporama de cette présentation, il suffit de vous inscrire au stand d'accueil du salon. Je vous rappelle que la prochaine conférence se tiendra à 16h15 et aura pour thème l'organisation et la sécurité du travail dans une petite brasserie. Merci à tous. Tu peux les emmener boire un verre.